Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que le déjeuner s'est bien déroulé. Alors j'espère que vous avez bien assis. J'ai à peu près 4 ou 6 pages à vous lire d'un trait. Ça, vous êtes prêts? Moi, je vous promets que ce sera beaucoup plus court. On va parler évidemment de souveraineté encore maintenant. Cette actu souveraineté, on le voit, hein, qui est anxiogène. Elle est anxiogène, mais elle ne doit pas et elle ne peut pas occulter le quotidien des entreprises qui poursuivent leur travail en s'appuyant sur des organisations très solides, parfois planétaires, des chaînes de valeur éprouvées, résilientes et une capacité d'innovation constante et très enviable, de la même manière que ces superstructures industrielles, que ce soit des centres de recherche et d'innovation, des industries naissantes, elles sont agiles. Elles ont déjà transformé leur gouvernance, puisque j'accueille 3 dirigeantes aujourd'hui. J'accueille Maude. Bonjour Maude. Maude, vous êtes fondatrice et vous dirigez Cobly, dont on parle beaucoup actuellement. Frédéric, merci d'être avec nous. Frédéric Legrévez, vous êtes présidente de ST Microelectronics France. Et Julie Galland, notre marraine, que certains dans cette salle ont déjà vue depuis ce matin. Julie, omniprésente, directrice de la recherche technologique au CEA. Alors, toutes trois, vous bâtissez les industries du futur, parfois celles du présent aussi, hein, on ne va pas se mentir. Je vais m'asseoir à côté de vous, Julie. Normalement, ma place est là-bas, mais je me sentirais pas mal, là. Voilà. J'ai cette chance. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place, vous savez, mais je ne la céderai pas facilement. Non, non, pas cette fois. J'ai la plus belle table de... C'est pas pour les suivants que je dis ça, mais j'ai quand même la plus belle table ronde de l'après-midi, franchement. Alors, on va parler... Merci, vous voyez. C'est bien, il y en a au moins 6 ou 7 qui suivent. Je suis content, ça me rassure. Mesdames, merci d'avoir pris du temps. C'est important, ce temps est précieux pour vous. Alors, on va commencer par un petit exercice assez simple. Je vais vous demander de nommer la souveraineté, mais vraiment, vraiment en une phrase, hein, quelque chose de vécu. Allez, je vais commencer par vous, Maude. Alors pour moi, la souveraineté, c'est être un leader technologique. Simple et efficace. Frédéric. Alors, moi, je vais rajouter à la partie technologique qu'il faut aussi, en plus du leadership technologique, il faut avoir les capacités de production, parce qu'on l'a vu très récemment, sans capacité de production en Europe, on n'adresse pas toute la chaîne de valeur. Donc, il faut la techno et il faut aussi les capacités de production. Julie. Pour moi, la souveraineté, c'est la capacité à définir la société dans laquelle on vit et dans laquelle on vivra. Alors, vous avez le sens des définitions, hein. J'espère que vous avez noté, il y a un terreau demain matin à 9 h. Si on parle du cœur de la souveraineté technologique, vous l'incarnez, vous le représentez. Qu'on parle de calcul, qu'on parle de composants, qu'on parle de data center. Alors, on connaît vos entreprises, mais j'aimerais que vous nous expliquiez comment ce que vous faites est réellement stratégique, comment ce que vous faites compte énormément, parce que j'ai beau faire le plaisantin cet après-midi, les choses dont vous vous occupez sont très sérieuses. Et j'aimerais que vous nous expliquiez, Frédéric, tout d'abord, en quoi, évidemment, ce que vous produisez est stratégique et fondamental pour cette souveraineté qu'on appelle de nos voeux. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose sur ce que vous venez de dire, c'est que effectivement, on est 3 là sur les canapés, mais on a des équipes extraordinaires derrière nous, et nous, on n'est pas grand-chose en fait dans tout le système sans eux. Et donc voilà, je voulais, avant de commencer, leur rendre hommage parce que nous, on est là devant vous, mais on a aussi des équipes extraordinaires derrière nous. Alors, les semi-conducteurs, je vais juste me permettre parce que bon, j'imagine que là, on est quand même devant une audience qui est quand même technique, mais je voulais juste revenir sur quelques définitions. Donc, les semi-conducteurs, c'est ces petites puces qui sont invisibles et pourtant essentielles à tous les secteurs. Vous les retrouvez aussi bien dans l'automobile, dans les avions, dans vos téléphones, dans la défense, mais aussi par exemple dans l'agriculture. Les semi-conducteurs, ils font aussi partie de la solution, et ça j'insiste beaucoup, pour les 2 grands défis sociétaux qu'on a devant nous, que sont la digitalisation et la décarbonation. Parce que c'est grâce à nos puces que tous les objets du quotidien deviennent, et je le dis en anglais, smarter, smaller et greener. On est vraiment une industrie au cœur de l'innovation, mais tout ça dans un contexte géopolitique aujourd'hui qui est extrêmement complexe.
Pour vous donner quelques exemples, c'est grâce à dans une voiture électrique, c'est grâce à nos puces qu'on gère la puissance. C'est l'intelligence artificielle embarquée ou la photonique que l'on retrouve dans nos data centers. C'est les technologies radiofréquences qu'on va retrouver dans nos satellites, ou encore, par exemple, les capteurs que l'on retrouve dans les humanoïdes. Donc, notre industrie, c'est vraiment le pilier de la protection des infrastructures critiques. Et aujourd'hui, on sait que ces applications, elles sont essentielles. Et donc, nous, on joue vraiment un rôle au travers de toutes ces innovations technologiques pour ces applications stratégiques. Est-ce qu'on peut dire, Frédéric, qu'on a tous sur nous au moins une bonne vingtaine de puces ST dans nos appareils? Alors, je dirais une bonne vingtaine de puces. J'espère qu'elles sont ST, mais en tous les cas, oui. Là, sur nous, j'imagine que dans mon micro, il y en a aussi, et tout autour de nous, que ce soit les éclairages. Et c'est des puces qui sont de plus en plus, je dirais, avancées et qui font beaucoup, et je pense que Maud nous en parlera quand elle met son intelligence aussi sur nos puces, mais on voit bien que c'est ensemble qu'on peut encore aller plus loin. Alors, vous avez fait la transition, merci beaucoup Frédéric. Maud, alors, le quantique est un sujet immense, vaste, c'est une aventure incroyable, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on est vraiment dans le domaine là de la recherche, enfin, c'est ce qui est de plus, on va dire, prometteur, et pourtant vous êtes déjà, vous, sur un sujet qui était éminemment stratégique. Cobly, c'est le calcul de demain ou c'est celui d'aujourd'hui déjà? Alors c'est les deux. Parce que le calcul de demain, il ne se fera que si on se met à travailler et qu'on met de la recherche aujourd'hui. Et pour profiter de ce qu'on développe, c'est un ensemble de partenariats et d'écosystèmes qu'on doit faire qui va aller de la recherche fondamentale. Et là, ça me permet de faire je prends un tout petit pas en arrière pour rappeler d'où on vient et pourquoi Cobly à Grenoble et pourquoi Cobly avec des enjeux stratégiques de souveraineté. Donc, le quantique, vous en avez peut-être entendu parler ce matin, ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, en un mot, le calcul quantique a le potentiel de révolutionner la manière dont on fait le calcul aujourd'hui. C'est un vrai paradigme qui embarque un parallélisme intrinsèque à l'intérieur. Qu'est-ce que ça permet de faire en termes d'application? Ça permet, et je vois des partenaires des biotech dans l'Assemblée, ça permet par exemple de faire de la simulation pour de grosses molécules, pour accélérer le temps de mise sur le marché de médicaments. Et on a plein d'autres applications qui ont un vrai impact sociétal et environnemental. C'est disruptif, donc ça nécessite de la science. Aujourd'hui, Cobly, de la science, et on parle de machines, ça nécessite de la technologie. Donc aujourd'hui, on a deux pieds. On a au départ le CEA et le CNRS. Et donc on est essaimé en 2022 du CEA et du CNRS. Ça pouvait avoir lieu qu'à Grenoble. C'est à Grenoble où on a le semi-conducteur qui est aussi proche de la science fondamentale et du calcul quantique. Et donc, voilà, on est né dans cet environnement et aujourd'hui l'enjeu c'est de faire un ordinateur quantique à large échelle et c'est là où l'écosystème prend tout son sens puisque les semi-conducteurs, la qualité des semi-conducteurs, vous ne le savez pas, mais peut-être pas, enfin peut-être que vous le savez, mais vous êtes milliardaire aujourd'hui. Vous êtes milliardaire de transistors. Et pour être milliardaire de transistors, il y a des années d'expérience et d'équipe, de travail d'équipe pour permettre d'avoir la qualité d'avoir 50 milliards de transistors qui fonctionnent dans vos transistors. Et c'est ça qu'on veut faire avec le quantique, puisqu'on a transformé un transistor en bit quantique et on veut vous rendre milliardaire de bits quantiques. Et pour faire ça, il faut avoir un accès à l'industrie. Et c'est là toute la force de l'écosystème grenoblois, où on a ce continuum aujourd'hui entre la recherche et l'industrie, et on avait ce terreau du quantique qui nous permet aujourd'hui, je finis sur la souveraineté, d'avoir le potentiel de rétablir l'équilibre des forces entre les US, l'Europe et l'Asie. Maud, ce qui est formidable avec vous, c'est que j'ai pratiquement pas besoin de faire de transition, Julie, puisque Maud a évoqué cet écosystème. Elle a parlé de vous
directement. Donc on est bien sur quelque chose, à vous trois, d'éminemment stratégique. Et c'est quelque chose qu'au CEA, vous cultivez depuis, on en a parlé ce matin, très longtemps. C'est pas depuis, on va dire, le Covid qu'on s'est rendu compte, on s'est dit, voilà, il faut quand même qu'on s'occupe de nous. C'est dans vos gènes. Absolument. C'est des questions qui nous font remonter aussi aux enjeux sociétaux. Donc aujourd'hui, un des enjeux sociétals forts, quand on parle de souveraineté de manière très concrète, c'est de voir que l'Europe ne dispose pas de matériaux critiques et ne dispose pas d'énergie si abondante que cela, puisque voilà, en fait, on dépend aussi aujourd'hui de nos importations en hydrocarbures. Et puis, même si on va vers l'énergie décarbonée, pour autant, on a un mur énergétique qui se profile si on ne maîtrise pas, par exemple, la trajectoire de croissance de la consommation énergétique du numérique. Donc on reprend ces questions-là et on dérive ensuite sur le problème de la souveraineté. Si on ne maîtrise pas ça, l'Europe est forcément dépendante, elle ne possède pas de matériaux, elle ne possède pas d'énergie. Pour faire du numérique, donc comment maîtriser nos données? C'est pour ça que, par exemple, à ce moment-là, on s'est mis un défi, c'est de diviser par 1000 la consommation de calcul, d'accord, la consommation énergique du traitement de calcul. Ça, c'est pour, on va dire, le calcul classique, le calcul que vous aurez demain dans vos téléphones portables, dans votre ordinateur, dans vos automobiles. Par ailleurs, et là, je fais le lien avec le quantique. Le quantique, c'est une façon aussi d'accélérer les calculs dans des grands supercalculateurs, parce que, l'air de rien, après, il faut pouvoir le maîtriser. Et ça permet, comme l'a dit très bien Maud, d'accélérer la recherche, par exemple sur les molécules biologiques pour les médicaments, sur les matériaux de chimie, mais aussi sur la logistique, par exemple. Et ça, on a construit aussi une stratégie à la demande de l'État, où on aide toutes les start-up françaises à avancer et à construire demain ce qui sera le futur ordinateur quantique. Et on a accueilli, alors non ici, mais sur un autre site du CEA, les 2 premiers démonstrateurs français, de Pascal et de Candela, et on espère bientôt en avoir d'autres, et celui de Kobli bientôt. Et donc on peut commencer à bâtir l'écosystème autour du quantique. Ici, à Grenoble, j'imagine qu'on peut dire qu'en tout cas sur le quantique, on est sur un test grandeur nature de souveraineté européenne. Ça se passe ici, et si on réussit pour longtemps et de manière totale, on va dire. Effectivement, ici, notre ambition, c'est d'attirer pour le quantique un grand nombre de propositions et de technologies et d'entreprises. Bien sûr, Kobli est ici. On a aujourd'hui aussi des travaux pour attirer des lignes de production supraconducteurs. Et bien sûr, une fois que c'est ancré, une fois que vous constituez l'écosystème, ça dure pour 40, 50 ans, 70 ans. Bien, alors on a parlé de souveraineté. La souveraineté, ça veut dire qu'on est dans un écosystème qui est bien évidemment au-delà de notre propre territoire. On parle de territoire européen. Et au-delà aussi, parfois, coopérer sans dépendre, parce qu'on ne peut pas assurer notre souveraineté sans coopérer. Hein. Les lignes sont faites, les collaborations existent. On ne va pas tout mettre par terre et recommencer à zéro, ce serait purement impossible. Alors coopérer sans dépendre, ça veut dire qu'il faut cultiver ces points forts. Frédéric, vous travaillez déjà, vous, dans cette coopération sans dépendre. Vous avez créé cet écosystème qui vous permet aujourd'hui d'être autonome. Alors c'est exactement ce que Julie disait en terminant son allocution sur l'écosystème. Aujourd'hui, on ne peut pas faire d'innovation si on n'a pas de collaboration. Et je pense qu'on en est l'exemple clé. Il nous manque peut-être sur ces canapés, mais j'étais avec eux tout à l'heure et ils ont leur stand là juste à côté, le monde académique, qui est très important aussi, et puis aussi les filières aval et les filières amont. Mais le fait de faire de la collaboration, c'est clé. Par exemple, ST en Isère, c'est 7000 collaborateurs. On a notre plus grand centre de R&D à côté d'ici à Grenoble et le plus grand centre de fabrication en Europe de semi-conducteurs qui est à Crolles. Donc on travaille à la fois avec ces membres académiques, à la fois avec le CEA Leti et aussi avec Kobli, parce qu'on en discutait juste avant de monter sur scène. Aujourd'hui,
aujourd'hui, vous avez les puces quantiques de Kobli qui sortent de l'usine de Crolles et qui vont bientôt, je l'espère, mais tu en reparleras, ça c'est, j'en dirai pas plus, bientôt se retrouver dans des objets quantiques. Donc il y a vraiment toute cette chaîne de valeur. On travaille aussi bien sûr avec des startups parce que pour nous c'est important. Alors Kobli, c'est plus une startup, hein, c'est au-delà de tout ça. Mais tu en as mentionné, il y en a beaucoup qui sont ici aujourd'hui. Je vous invite à venir sur le stand ST parce qu'on a aussi mis en valeur un certain nombre de startups. Et vous parliez aussi un petit peu de l'Europe. Est-ce que je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui? Je sais que Monsieur le maire l'a évoqué un peu plus tôt ce matin. Et nous, on pousse pour un modèle européen où il faut qu'on recrée de la valeur pour les entreprises en Europe. Et quand je dis recréer de la valeur, c'est obliger un petit peu cette fameuse préférence européenne. Donc par exemple pour les semi-conducteurs, c'est de créer un label européen pour les entreprises qui sont régies par le droit européen pour pouvoir fournir des applications stratégiques, mais aussi l'automobile, par exemple. Parce que plus on créera de demandes pour nos entreprises européennes, eh bien, plus on aura de moyens de développer, de supporter les startups et les PME, de produire, de faire des extensions de production. Et donc, pour ça, on a vraiment à cœur de défendre cette préférence européenne qui est importante et qui doit bénéficier ici en Isère et à la France. Oui, mais en quelques mots, on ne peut pas nier qu'il y ait des collaborations avec l'Asie et les États-Unis. On n'est pas obligé de les arrêter, on peut juste ne plus être trop naïf peut-être, Non, mais par exemple, prenons, et on a fait une tribune avec Julie il y a 10 jours, qui prenait exactement cet exemple. Il y a des technologies qui, pour l'instant, nous n'avons pas en Europe. Ou alors, on n'a pas des grands donneurs d'ordre, par exemple, sur les data centers. Par contre, on a toute la technologie qui va à l'intérieur du data center. Donc, quand on a un hyperscaler qui s'installe en Europe, il faut absolument que cet hyperscaler se source sur toute l'offre qui est disponible en Europe. Et ça, pour ça, il nous faut quand même des lois, des législations qui puissent obliger ces hyperscalers à travailler avec nous. Mais il faut d'un autre côté que nous, on puisse avoir l'offre pour le faire. Oui, parce que Maud, on ne peut pas réussir si on ne travaille pas avec les meilleurs. Et les meilleurs sont pas... C'est vrai qu'il y en a beaucoup ici quand même, hein, mais ils ne sont pas tous là, malheureusement. Effectivement, si on veut être un leader technologique, qui est la condition pour pouvoir rétablir l'équilibre des forces à l'échelle planétaire, on est dans une course et on a besoin de gagner la course. Et pour gagner cette course, on travaille avec les meilleurs, mais tu l'as dit sans être naïf. Et les meilleurs, ils sont d'abord à Grenoble, donc on a d'abord travaillé avec les meilleurs à Grenoble, on a sécurisé notre écosystème au niveau silicium. Et blague à part, je vais revenir. Quand on construit un ordinateur quantique, on construit un système. Et sur chaque couche du système, on va aller chercher les gens qui sont les meilleurs. Et aujourd'hui, dans le semi-conducteur, c'était à Grenoble qu'on trouvait les meilleurs pour faire des qubits. Mais on a d'autres éléments sur lesquels on doit travailler. Et je vais prendre des exemples de partenariats qu'on a dans le monde qui sont plus à Grenoble. Alors on a commencé à chercher en Europe. On a par exemple dans le cadre de la cryogénie, on a des gens qui sont excellents à Grenoble. On a Absolute System avec qui on travaille. Puis on a aussi les Finlandais qui sont aujourd'hui les leaders mondiaux du cryostat et qui fournissent des cryostats stables pour aujourd'hui, avec qui on a mis des partenariats. Ils nous permettent de concevoir des machines qui permettent de compléter la chaîne du semi-conducteur. Et donc, on a mis un partenariat avec l'entreprise Blue Force qui nous permet d'être de pointe sur la cryogénie. Pareil, si je prends un autre exemple dont vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité, Silescu est un groupe suisse qui fournit, et implanté dans le sud de la France, qui fournit des éléments de sécurité. Donc aujourd'hui, on regarde comment utiliser cette sécurité, ces savoir-faire de sécurité pour garantir que nos calculs quantiques que nos calculateurs quantiques seront inviolables. Donc, ce que je veux, en donnant ces exemples, c'est illustrer sur les différentes strates de la couche, et je peux vous
on peut discuter plus, mais qui sont les meilleurs et comment, pour reprendre ce que tu disais, quelle est l'alliance qu'on met avec ces meilleurs pour qu'on ait des contrats qui soient gagnant-gagnant, pas dans la dépendance, mais là où on réussit ensemble. Merci Maud. Vous disiez, Julie, que la souveraineté, c'est un équilibre entre interdépendance et maîtrise. Alors on a un écosystème incroyable, ce qui fait qu'au fond, pour garantir cette souveraineté, ce sont des arbitrages permanents en fait. On est toujours... Pardon, c'est une formule, hein, bien sûr. En fait, vous passez votre temps à maîtriser les choses, à être toujours au bon endroit, au bon moment pour avoir le meilleur, tout en gardant la souveraineté. Effectivement, je pense que c'est bien défini. C'est votre définition. Bon, voilà, effectivement. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire interdépendance? Ça veut dire, et c'est peut-être le message principal, il ne faut pas opposer le terme souveraineté, ça ne veut pas dire autonomie à tout crin. Le terme souveraineté, ça ne veut pas dire isolationnisme. Le terme souveraineté, c'est la capacité à décider de son avenir et de son présent. Et donc, dans le concert des nations, c'est le fait, et là je reprends des grands hommes, c'est le fait de pouvoir peser dans le concert des nations, ce qui veut dire ne pas forcément être uniquement consommateur et vassaliser. Et pour cela, eh bien, il faut s'engager, il faut produire, il faut concevoir et produire, et jouer à ce moment-là, et c'est ce qu'on dit, c'est jouer aussi dans un concert de nations qui peut ensuite travailler sur l'entraide, sur l'échange, sur la coopération. Je le disais tout à l'heure, on a des défis humains, sociétaux, planétaires à relever ensemble, et sur ce point-là, je pense que tout en étant souverain, on peut tout à fait collaborer à l'échelle mondiale. Et c'est vraiment ce dépassement, dépasser cet a priori que souveraineté serait la synonyme de autonomie, repli sur soi, qu'il faut aujourd'hui poser et pour voir quelque part la souveraineté comme étant positif. Alors avant de conclure, il y a un point qui me semble important, dont on n'a pas parlé, il faudra qu'on l'aborde assez rapidement. Est-ce que vous estimez que l'Europe protège suffisamment vos innovations? Parce qu'aujourd'hui, on perd sa souveraineté si l'innovation, comment dirais-je, est utilisée librement ailleurs alors qu'on ne l'a pas forcément souhaité. Est-ce que l'Europe vous protège assez, Maud? C'est hyper polémique comme question. C'est vrai? Alors, je pense que Frédéric a commencé à en toucher un mot. On a des règles en Europe où peut-être on ne joue pas suivant les mêmes règles que ce que jouent les États-Unis. On peut faire du Choose Europe, du Buy Europe et favoriser quand il y a une alternative à une solution qui ne vient pas d'Europe. On peut se poser la question et on peut être un petit peu plus soutenu par la communauté européenne et par nous tous en tant que citoyens. Je dirais que c'est notre responsabilité. Quand vous allez sur Internet, au lieu de faire chat, le chat Mistral, il répond aussi bien. Et on a un rôle à jouer en tant que citoyen dans nos outils de souveraineté. Ça, c'est un sujet qu'on peut partager effectivement. Alors, on est dans les temps, c'est formidable. Hein, je savais que j'avais la meilleure table de l'après-midi. Je vais vous demander une petite conclusion, un dernier mot sur la souveraineté technologique. Frédéric, je vais commencer par vous. On a commencé par une petite phrase. On va finir par une petite phrase. Un dernier mot sur cette souveraineté technologique. Alors moi j'avais préparé une petite phrase, j'avais dit la souveraineté, comme Julie le disait tout à l'heure, c'est pas du protectionnisme. Et ça c'est vraiment important, mais c'est renforcer nos complémentarités, nos collaborations. Et une fois de plus, j'insiste, je pense qu'on est un exemple au travers de nos groupes et de nos entreprises de ce qui peut être fait ensemble. C'est ensemble qu'on sera plus fort et c'est ensemble qu'on pourra atteindre cette excellence technologique. Sans complètement fermer les frontières, parce qu'effectivement, on n'a pas tout en Europe. Mais par contre, là où on est fort, il faut renforcer nos forces et aller encore plus loin. Maud. Moi, je dirais que la souveraineté, elle ne se décrète pas. Elle s'incarne. Elle s'incarne et c'est exigeant d'incarner la souveraineté. On en revient, c'est un choix de tous les moments. C'est être meilleur, être à la pointe, ça se décide. Et c'est aussi choisir d'utiliser des outils. On a tous notre responsabilité aujourd'hui dans les dépendances qu'on met en place. Julie. La souveraineté, pour moi, c'est aussi quelque chose, pour aller dans le même sens,
c'est un bien commun. Et c'est un bien commun, une externalité, comme on dit, c'est une externalité positive, ce qui fait que lorsque l'on fait des choix, qu'on soit salarié, qu'on soit consommateur, qu'on soit citoyen, il faut aussi voir au-delà du choix du jour et se projeter dans l'avenir et choisir ce qu'on veut entre nos convictions et peut-être des choix financiers à court terme. Alors je me hasarde à une formule dûment préparée. On s'en expliquera en coulisses si vous ne la partagez pas. La souveraineté technologique européenne, elle se construit dans la recherche, elle se prouve dans l'industrie et elle se teste sur les marchés mondiaux. Ça vous convient? C'est parfait. Magnifique, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous.